Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série Python spécial Machine Learning. Dans les deux dernières vidéos, nous avons vu comment créer des tableaux NumPy, comment naviguer dans ces tableaux. Et bien dans cette vidéo, nous allons voir comment faire des mathématiques avec NumPy. En particulier, nous allons voir quelques fonctions pour faire des statistiques et quelques fonctions pour faire de l'algèbre linéaire. Vous êtes prêts? C'est parti. Ok, on va commencer cette vidéo tranquillement en voyant quelques méthodes de base qui appartiennent à la classe NdArray, c'est-à-dire des méthodes qu'on va utiliser sur les tableaux à n dimensions, qui sont les objets de cette classe. Alors ces méthodes, elles sont toutes documentées à l'adresse suivante, où je vous mets un lien dans la description, et on va vraiment retrouver les méthodes qui sont à la fois les plus basiques, mais également les plus utiles. Croyez-moi, c'est des méthodes qu'on va retrouver dans presque tous les codes de machine learning que vous pourriez trouver sur, par exemple, GitHub. Donc on va trouver des méthodes, par exemple, pour faire la somme de tous les éléments de notre tableau. On va trouver une méthode pour trier notre tableau avec sort. On va trouver une méthode pour faire le maximum, pour trouver le minimum, pour faire la moyenne. Bref, vous êtes d'accord avec moi, c'est vraiment des méthodes essentielles. On ne peut pas s'en passer. Donc voyons ça tout de suite. J'ai ici un tableau A qui fait 2 lignes et 3 colonnes. Donc si je veux faire la somme de tous les éléments de mon tableau, j'écris A.somme et ça me donne 27. Maintenant, passons tout de suite à quelque chose de plus intéressant. Utilisez la méthode sum sur un des axes de notre tableau. Par exemple, l'axe 0. C'est là que pas mal de gens, quand ils sont livrés à eux-mêmes, vont commencer à se perdre en se disant la somme selon l'axe 0. Oui, qu'est-ce que ça donne ça? Est-ce que je vais sommer les lignes? Est-ce que je vais sommer les colonnes? Est-ce que je vais sommer les éléments dans une même ligne? En fait, ça, c'est sommer les colonnes. Alors, pour ne pas vous perdre, rappelez-vous que l'axe 0, c'est l'axe vertical. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre tous les éléments qui se suivent verticalement et vous allez en faire la somme. Donc ici, on va faire la somme de 5 par 3, ça va nous donner 8, de 0 par 7, ça va nous donner 7, et de 3 par 9, ça va nous donner 12. On vérifie ça tout de suite, on a bien 8, 7 et 12. De la même manière, si on fait ça suivant l'axe 1, eh bien l'axe 1, c'est l'axe horizontal. Donc on va faire la somme de tous les éléments qui se suivent horizontalement. Donc 5 plus 0 plus 3, ça donne 8, et 3 plus 7 plus 9, ça donne 19. Ça, c'est vraiment un des points essentiels que vous devez retenir pour cette vidéo. Comprendre comment bien travailler sur les axes, parce que cette technique, on va l'utiliser dans presque toutes les fonctions qu'on peut avoir dans NumPy. Parce que typiquement, quand on a un dataset qui nous vient du monde réel, eh bien, on pourra avoir dans une colonne tous les prix de tous les appartements. Donc on voudra faire la moyenne selon cette colonne. Donc il faudra savoir travailler sur l'axe 0, typiquement. Voilà, c'est très important de savoir ça, donc gardez-le bien à l'esprit. Maintenant, des méthodes de base, on en a plein d'autres. On peut faire la somme cumulée, donc ça c'est cumSum, donc ça nous donne 5 plus 0, 5, plus 3, 8, plus 3, 11, etc. On peut aussi faire la cumulated sum sur un des axes de notre tableau, mais je ne vais pas le faire là. On peut aussi faire le produit de notre tableau, ce qui ici nous donne 0, puisqu'on a un 0. On peut faire le produit cumulé. Comme on l'a vu avant, on peut faire le minimum de notre tableau, ou bien on peut faire le minimum selon certains axes de notre tableau, encore une fois. Donc là, le minimum suivant l'axe 0, eh bien, ça va être 3, 0, 3, parce que vous comparez toujours vos nombres qui se suivent à la verticale. Et une méthode qui est parfois bien plus utile que simplement trouver le minimum, c'est de trouver la position du minimum. Et pour ça, on utilise la méthode argmin. Donc là, la position du minimum dans notre axe 0, à chaque fois, eh bien, c'est 1, 0, 0. Parce que 3, qui est le minimum sur la première colonne, il occupe l'index 1 qui est sur l'axe 0, donc on écrit 1. Ensuite, 0, eh bien, il occupe la première place de notre colonne, donc c'est l'index 0, et c'est la même chose pour 3 ici, qui occupe l'index 0. Alors comme on a une fonction min, on a une fonction max, comme on a une fonction argmin, on a une fonction argmax, je ne vais pas les présenter, ça serait une perte de temps. En revanche, une méthode que j'ai bien envie de vous présenter, c'est la méthode argsort. Bien sûr, vous connaissez la méthode sort, qui est exactement la même méthode qu'on a sur les listes, et qui nous permet de trier une liste de l'élément le plus grand au plus petit, ou bien du plus petit au plus grand. Eh bien, la méthode argsort, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va nous retourner la façon dont il faut placer nos différents index afin de trier notre tableau, soit du plus grand au plus petit, ou alors du plus petit au plus grand. Par exemple, si j'ai un tableau à une dimension, dans lequel il y a 1, 3, moins 2 et 5,
Typiquement, si j'utilisais la méthode sort, eh bien ça me donnerait -2, 1, 3, 5. Voilà, il est rangé du plus petit au plus grand. Ce que va faire argsort, c'est qu'il va prendre le tableau initial, et il va regarder quel est le plus petit élément, donc c'est -2, il va regarder son index, donc il est placé à l'index 2, et il va nous retourner 2 en premier, en nous disant, eh bien d'abord il faut que tu places l'index 2. Puis ensuite, le deuxième plus petit dans notre tableau, c'est le 1, et le 1 il est situé à l'index 0, donc il va nous retourner 0. Puis ensuite, l'index 1, puis pour finir, l'index 3. Cette méthode, elle est super utile pour effectuer des classements un petit peu sophistiqués dans un tableau NumPy. Et vous en faites pas, je vais vous donner un exemple un peu plus tard dans cette vidéo. En attendant, si on revient à nos méthodes pour faire un petit peu de mathématiques, eh ben, on se rend compte qu'on a vite fait le tour. Vous pourriez vous dire qu'il y en a beaucoup ici, mais pour faire des mathématiques, non, il n'y en a pas énormément. Mais rappelez-vous d'une chose, ce qu'on a ici, ce sont les méthodes les plus basiques et à la fois les plus utiles. Donc on va avoir beaucoup d'autres fonctions à l'intérieur de NumPy qui sont en dehors de notre classe NdArray. Ces fonctions, on va les trouver dans toutes les routines de NumPy. Donc j'ai par exemple ici la page qui nous documente toutes les fonctions mathématiques qu'il y a dans NumPy. On va avoir les fonctions trigonométriques, sinus, cosinus, les fonctions hyperboliques, donc sinus hyperbolique. On va avoir des fonctions qui nous permettent de faire des sommes, des produits, des exponentiels, des logarithmes, des opérations arithmétiques. Bref, on a vraiment tout ce dont on a besoin si on veut faire de la modélisation, de l'ingénierie, de la physique, tout ce genre de choses. Pour accéder à ces fonctions, donc, il ne faut pas écrire a.exponentiel, ça va nous retourner une erreur. On nous dit bien que l'objet de la classe NdArray n'a pas d'attribut ou de méthode exponentielle, ça n'existe pas. Donc, pour charger ces fonctions, on écrit np.exponentiel, à l'intérieur duquel on fait passer notre tableau A. Et là, on a l'exponentiel pour chaque nombre qu'il y a dans A. Ou bien on pourrait faire le logarithmique, ce qui, ici, nous retourne une petite erreur, parce que logarithme de 0, ça n'existe pas. On pourrait faire passer cosinus, on pourrait faire passer sinus ou sinus hyperbolique. Vous l'avez compris, toutes les fonctions qu'on a vues sur la page précédente. Maintenant, voyons un petit peu comment faire des statistiques avec NumPy. Donc imaginez, vous avez un nouveau dataset qui arrive, ce dataset il ressemble au tableau A, c'est pratique. Les premières choses qu'on fait en statistique, c'est qu'en effet on va voir quel est le minimum et quel est le maximum de notre tableau. Mais bon, ça on l'a déjà vu avant, je ne vais pas repasser là-dessus. Ce qu'on va faire potentiellement aussi, c'est chercher la moyenne de notre tableau, ou bien la moyenne selon un des axes de notre tableau. Ça vous l'avez compris. Donc on a la moyenne, on peut faire l'écart type par exemple de notre tableau, qui fait lui aussi partie des méthodes qu'on a sur l'objet NumPy. Une autre méthode très sympa, c'est la variance, donc on a une variance de 8,58. Donc toutes ces choses-là, elles sont accessibles en tant que méthode dans notre objet NdArray. Maintenant, si on veut faire des statistiques un petit peu plus poussées, comme avant, on a des routines qui sont spécialisées pour ça. Toutes ces routines, elles sont documentées à cette page-là, je vous la mets en référence dans la description de la vidéo. Et moi, sur cette page, je vais surtout m'intéresser à une de ces routines, c'est la fonction CoreCoef, qui veut dire Correlation Coefficient. Donc c'est une fonction NumPy qui nous permet de tracer une matrice de corrélation pour notre tableau A. Donc, ça veut dire que on va pouvoir comprendre quelles sont les corrélations entre les différentes lignes ou éventuellement les différentes colonnes que l'on a dans notre tableau A, ou même les différentes corrélations qu'on pourra avoir entre plusieurs lignes et plusieurs colonnes de n'importe quel tableau différent dans NumPy. Donc ici, si on fait passer notre matrice A à l'intérieur de la fonction CoreCoef, ça nous retourne un tableau NumPy. Alors là, vous pourriez peut-être vous dire, ok, super, qu'est-ce que je fais avec ça ? Eh bien, ce tableau, c'est une matrice de corrélation. C'est-à-dire qu'il va nous indiquer les corrélations qu'il existe entre les différentes lignes de A. Donc par exemple, ici, j'ai la corrélation entre la ligne 1 et la ligne 1. Or, ces deux lignes sont identiques, donc on a une corrélation de 1. Ensuite, à cette position, j'ai la corrélation entre la ligne 1 et la ligne 2. C'est celle qui nous intéresse un petit peu plus. Ensuite, à la ligne, on va trouver la corrélation entre la ligne 2 et la ligne 1, qui est exactement identique à la corrélation entre la ligne 1 et la ligne 2 qu'on avait juste avant. C'est comme comparer des pommes avec des poires, plutôt que de comparer des poires avec des pommes. C'est la même chose.
Et pour finir, on a la corrélation entre la ligne 2 et la ligne 2, qui encore une fois nous donne une corrélation de 1. Donc si on veut par exemple accéder à la corrélation qui se situe en haut à droite, eh bien on est ici en présence d'un tableau NumPy, donc on va faire de l'indexing. On veut accéder à cet élément qui est à la première ligne, deuxième colonne, donc on va écrire crochet 0,1, puisque ça désigne ligne et ça désigne colonne. Et ce qu'on a tout à gauche, eh bien c'est un tableau NumPy. Donc, si on exécute ça, on obtient notre coefficient de corrélation entre la ligne 1 et la ligne 2. Voilà. Maintenant, autre chose qu'on aime bien faire quand on fait des statistiques, c'est de trouver le nombre de fois que certains éléments se répètent à l'intérieur d'un tableau NumPy. Pour ça, on a une fonction qui n'est pas sur la page statistique que je vous ai montré juste avant, mais je vous la montre quand même parce qu'elle est très utile, c'est la fonction np.unique. Donc cette fonction, ce qu'elle nous retourne, c'est à la fois un tableau qui contient les différentes entités présentes dans notre tableau NumPy, et également le nombre de répétitions pour chacune de ces entités. Pour ça, on écrire notre tableau ainsi que return counts égale true, et là, ça nous donne deux tableaux NumPy. Le premier, c'est les différentes entités qu'il y a dans notre tableau, donc on a 0, 3, 5, 7, 9. Pour rappel, notre tableau, il ressemble à ça, donc on a un 5, on a un 0, on a des 3, on a un 7 et on a un 9. Et dans un deuxième tableau, on a le nombre de répétitions pour chacune de ces entités. Donc, le nombre 0, il apparaît une fois, le nombre 3, il apparaît deux fois, et tous les autres, ils apparaissent qu'une seule fois. Donc voilà, cette fonction, elle est vraiment super utile, surtout quand vous avez un très grand dataset, avec des centaines de milliers de nombres à l'intérieur. Juste pour vous montrer, si j'agrandis un petit peu mon tableau A, que je le fais de dimension, disons, 5 par 5, donc il y a 25 éléments dans mon tableau, il ressemble à ça. On voit qu'on a plusieurs fois des répétitions, cette fois-ci on a quelques 3, on a quelques 8, on a des 9... Bref, on va voir combien de fois tous ces nombres se répètent. Donc si je réexécute mon code, eh bien cette fois-ci, on a un tableau qui contient toutes les entités de 0 à 9, puisque j'ai quand même mis beaucoup de nombres dans mon tableau. Et là, on voit pour chacun de ces nombres, le nombre de fois qu'ils se répètent. Donc 5 se répète 3 fois, le nombre 8 apparaît 4 fois, le nombre 7 apparaît 4 fois, etc. etc. Maintenant, vous vous rappelez de la fonction argsort qu'on a vue au tout début? Eh bien c'est là qu'elle va commencer à être très utile et très sympa à utiliser. Je vous explique. Si on enregistre ces deux tableaux dans des variables, donc on va créer un tableau values qui va être égal à notre premier tableau, et on va créer un tableau counts qui est égal à notre deuxième tableau. Ce qu'on pourrait faire avec argsort, ça serait de classer notre tableau values et count afin de trouver quels sont les éléments qui apparaissent le plus souvent dans notre dataset, ou bien quels sont les éléments qui apparaissent le moins souvent dans notre dataset. On va écrire counts, et on va utiliser la méthode argsort, et donc ça nous donne un tableau des différents index qui permettent de trier counts. Donc, en l'occurrence, si on veut trier counts, du plus petit au plus grand, il faut d'abord placer l'index 0, puis l'index 2, puis l'index 1, etc., etc. Maintenant, tous ces index, on va les injecter à l'intérieur du tableau values. Donc on va faire values de tout ça, et donc ça va retrier values, et values donc nous indique que le nombre qui apparaît le plus souvent dans notre tableau, c'est le nombre 8. Ensuite, il y a le nombre 7, ensuite il y a le nombre 9, etc., etc. Maintenant, en écrivant un tout petit peu plus de code, on pourrait réussir à faire des choses vraiment chouettes, comme par exemple écrire cette petite ligne qu'on a écrite juste avant, en combinaison avec counts, entre crochets, counts.argsort, ce qui nous permet de indirectement trier counts, et tout ça on le met dans un zip qu'on itère avec une boucle for, et donc on écrit tout ça dans une string dans laquelle on utilise la built-in function format, qu'on avait vu dans une ancienne vidéo, et donc ça nous permet d'afficher à l'écran toutes les valeurs selon leur ordre, selon leur fréquence d'apparition, en commençant par les valeurs qui apparaissent le moins souvent et en terminant par les valeurs qui apparaissent le plus souvent. Donc voilà une utilisation très sympa de la méthode argsort avec la fonction np.unique. Voilà, à présent on a vu les principales choses à savoir quand on fait des statistiques
avec NumPy. Comment calculer une moyenne, comment calculer un écart type, comment calculer une variance. Mais attendez une seconde. Faire ce genre de choses, c'est possible uniquement lorsqu'on a des nombres. Or, très souvent, quand on collecte des données de la vraie vie, il nous manque des nombres, ou bien on a des données corrompues. Et ça se traduit par la présence d'une entité dans notre tableau qui s'appelle NaN, et qui veut dire not a number, c'est-à-dire pas un nombre. Or, comment est-ce qu'on peut calculer une moyenne lorsqu'on n'a pas de nombre? Ça fonctionne tout simplement pas. Je peux vous le démontrer. Si j'utilise ma méthode mean sur l'objet A, ça me retourne not a number. Et ça va être la même chose pour l'écart type, la variance, bref, pour toutes les statistiques qu'on aurait envie de faire. C'est pour ça que quand on importe des données qui nous viennent du monde extérieur, il faut toujours un petit peu filtrer, préparer, corriger notre dataset. Alors on verra comment faire ça dans les détails avec les vidéos qui sont dédiées à Panda, mais je peux quand même vous montrer 2-3 trucs avec NumPy. Par exemple, quand on est sur la page des routines de statistiques de NumPy, la page que je vous ai montrée juste avant, on a ici quelques fonctions qui nous permettent de calculer des moyennes, des écarts types ou des variances, tout en ignorant les entités NaN qu'on pourrait avoir dans notre tableau. Donc, petite démonstration, je peux faire np.nan mean, à travers lequel je vais passer mon tableau A, et alors j'obtiens la moyenne pour mon tableau A. Ou bien je peux faire ça sur la variance, et j'obtiens la variance. Ou bien l'écart type, c'est-à-dire std, et j'obtiens l'écart type. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose à connaître que vous pouvez mettre dans votre bagage de data scientist. Maintenant, je vais encore vous montrer une dernière chose sur les tableaux NaN, c'est comment compter le nombre de fois qu'on retrouve un NaN dans notre tableau. Et pour ça, j'ai une méthode assez sympa. La première chose, c'est d'utiliser une fonction qui s'appelle isNaN. Et quand on fait passer notre tableau dans cette fonction, ça nous retourne un masque NumPy, un tableau rempli de booléens, où true va désigner la présence d'un de ces NaN. Donc ce qu'on peut faire avec ce tableau, c'est en faire la somme, et pas la somme selon un axe en particulier, mais la somme de tout le tableau. Et donc ça nous indique que dans notre tableau NumPy, il y a 2 fois une entité not a number. Maintenant, j'ai encore quelque chose d'autre à vous montrer. Si on veut connaître le rapport de not a number que l'on a par rapport à toute la taille de notre tableau, on va diviser ça par la taille de notre tableau. Et pour ça, on va venir choisir l'attribut size que je vous ai présenté dans la première vidéo NumPy et qui est vraiment un attribut très utile, comme je vous l'avais dit. Donc là, on peut voir que on a 0.08, ça veut dire qu'on a 8% de toutes les valeurs de notre tableau qui sont des valeurs not a number. Donc là, vous commencez à voir comment on peut emboîter toutes ces fonctionnalités, toutes ces méthodes, tous ces attributs de NumPy pour faire des choses vraiment sympas. Pour finir, je vais vous montrer comment vous débarrasser des not a number dans un tableau NumPy simplement en utilisant NumPy. Et pour ça, on va utiliser du boolean indexing, comme ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, parce que si on fait np.isNaN, vous avez bien vu que ça nous donne un masque. Donc ce masque, on peut le réinjecter dans notre tableau A, et on peut dire que tout ça, maintenant, c'est égal à une valeur par défaut, par exemple 0. Et donc, notre tableau A, après ça, il va ressembler au tableau suivant, où 0 est venu remplacer le not a number. Donc voilà, j'espère que cette petite astuce vous a plu. Maintenant, c'est terminé pour les statistiques. On passe tout de suite à l'algèbre linéaire. Ok, cette dernière partie de la vidéo est un petit peu optionnelle, parce que si vous ne vous y connaissez pas en algèbre linéaire, il y a des chances pour que vous ne compreniez pas tout à fait ce que je vais faire. Et je suis désolé de vous annoncer que c'est pas en 5 minutes que je vais vous expliquer comment on calcule un déterminant, ou bien comment on inverse une matrice. Ça serait de la folie. Mais vous en faites pas, vous loupez pas grand chose, parce que l'algèbre linéaire, c'est pas la technique la plus importante en machine learning ou en data science. Donc vous pouvez tout de suite aller à l'exercice à la fin de cette vidéo si vous vous y connaissez pas du tout en algèbre linéaire. Sinon, si vous êtes courageux, cette partie va être intéressante. Disons que j'ai créé 2 matrices A et B de dimension 2, 3 et 3, 2. Une des premières choses qu'on peut faire quand on a de telles matrices, c'est en venir chercher l'attribut T, puisque c'est un attribut T,
Et ça nous permet de tout simplement transposer notre matrice. Donc au début, ma matrice était de dimension 2 lignes, 3 colonnes. Maintenant, elle est de 3 lignes, 2 colonnes. Donc bien évidemment, ça transforme aussi les dimensions de ma matrice. Voilà. Maintenant, si on veut faire un produit matriciel entre A et B, et bien pour ça, il y a une fonction c'est également une méthode qui appartient à la classe NDArray. C'est la méthode .dot. Donc moi, j'aime bien écrire A.dot B, et ça nous donne le produit matriciel entre A et B. Donc là, en l'occurrence, on a une matrice de 2 qui est remplie de 3. Et comme vous le savez sûrement, si vous êtes initié à l'algèbre linéaire, eh bien si je fais le calcul dans l'autre sens, eh bien ça me donne un autre résultat. D'une manière générale, quand on veut faire de l'algèbre linéaire avec NumPy, eh bien on a un sub-package qui est totalement dédié à ça, qui est numpy.linalg, et dans lequel eh bien, on va trouver tout ce qu'il faut pour par exemple mesurer un déterminant, inverser une matrice, ou bien calculer les valeurs propres d'une matrice, ou les vecteurs propres d'une matrice. Toutes ces fonctions, elles sont documentées à l'adresse suivante, et je vous mets un lien dans la description. Donc par exemple, si je crée une matrice A, qui est une matrice carrée, remplie de nombres complètement aléatoires, histoire de ne pas avoir une combinaison linéaire entre mes lignes et mes colonnes. Eh bien, ce que je peux faire, c'est en calculer le déterminant. Donc pour ça, on va faire np.linalg.det. Et là, je peux faire passer ma matrice A. Maintenant, si je veux inverser ma matrice, je peux le faire, vu que mon déterminant n'est pas égal à 0. Donc on va faire np.linalg.invert. Et à l'intérieur de ça, on va faire passer notre matrice A, et ça nous retourne l'inverse de notre matrice. Maintenant, très souvent, quand vous amenez un dataset dans NumPy, eh bien, il va y avoir des combinaisons linéaires entre les lignes et les colonnes, donc vous ne pourrez pas inverser votre matrice, mais pour ça, il n'y a pas de problème, parce que vous pouvez utiliser la fonction PINV, qui veut dire pseudo-inverse, et qui vous permet quand même d'inverser une matrice, avec quelques différences, donc il faut être au courant de ces différences. Maintenant, pour finir, je vais vous montrer comment trouver les valeurs propres et les vecteurs propres d'une matrice, parce que ça peut être très utile dans certains algorithmes de machine learning, par exemple pour faire de la réduction de dimensions, par exemple le Principal Component Analysis, il utilise les valeurs propres et les vecteurs propres. Donc pour ça on fait np.linalg.eig, ce qui veut dire eigen, parce que valeur propre ça se dit eigenvalue en anglais, et vecteur propre ça se dit eigenvector. Donc si on écrit EIGA, eh bien ça nous retourne deux tableaux. Le premier, c'est celui qui contient nos 3 valeurs propres, et le deuxième, c'est celui qui contient nos 3 vecteurs propres pour notre matrice 3,3. Voilà, pour finir cette vidéo, voici un petit exercice qui va bien vous permettre de pratiquer un peu toutes les choses qu'on a vues dans cette vidéo, mis à part la section de l'algèbre linéaire. Donc ce que je vais vous demander, c'est de prendre cette matrice, que vous pouvez recréer exactement de la même manière si vous utilisez le générateur d'éléments aléatoires en le fixant sur 0. Et cette matrice, ce que vous devriez faire, c'est pouvoir en standardiser les différentes colonnes. Standardiser un dataset, c'est quelque chose qu'on fait très souvent en data science, en machine learning ou en deep learning. Ça permet de mettre sur une même échelle toutes les différentes colonnes ou toutes les différentes lignes de notre dataset. Alors des techniques pour normaliser un dataset, il y en a plusieurs. Couramment, on utilise la technique de mise à l'échelle, dans laquelle on prend notre tableau A, on soustrait au minimum, et on divise par le maximum moins le minimum. Une autre technique assez connue, c'est la normalisation par la moyenne, dans laquelle eh bien, on prend notre tableau A et on soustrait à la moyenne du tableau, puis on divise par le maximum moins le minimum. Et moi, celle que je vous demande de faire, c'en est une qui est très utile en machine learning. D'ailleurs, c'est même écrit là, in machine learning, audio signal, pixel values, blablabla. Eh bien, cette méthode de normalisation, qui s'appelle la standardization, elle consiste à prendre notre tableau, à le soustraire à la moyenne et à diviser par l'écart type. Mais attention, ce que je vous demande ici, c'est pas de faire cette opération de standardisation sur tout le tableau, mais sur chaque colonne du tableau. Comme si vous aviez un tableau qui représentait un dataset dans lequel, par exemple, la colonne 1, c'est le prix de différents appartements. Et la colonne 2, c'est, par exemple, la surface des différents appartements. Vous comprenez bien que ça n'a pas de sens de mélanger toutes ces données ensemble pour faire la moyenne en combinant les prix et la surface. Non, ce que vous allez faire, c'est la moyenne des prix et la moyenne des surfaces. Puis vous allez faire l'écart type des prix et l'écart type des différentes surfaces.
Et puis ensuite, vous pourrez faire la standardisation de ces deux colonnes indépendamment l'une de l'autre. Voilà, en principe, vous devriez obtenir le résultat suivant. Donc je vous laisse mettre sur pause si vous voulez comparer avec vos propres résultats. De toute façon, vous en faites pas parce que vous aurez la réponse à cet exercice dans la vidéo suivante, comme d'habitude. Très bien, je vais maintenant vous donner la réponse à l'exercice de la dernière vidéo dans laquelle je vous avais demandé d'effectuer un zoom de 1/4 vers le centre de cette image. Autrement dit, ce que je vous ai demandé de faire, c'est de sélectionner dans cette image toute la section qui est encadrée ici en bleu. Alors pour réussir à faire ça, la première chose à faire, c'est de créer une variable hauteur et une variable largeur qui sont en réalité les dimensions de notre image. Donc on va créer une variable h qui est égale à face.shape0 et on va créer une variable w pour width qui est égale à face.shape1. Donc on peut voir que h vaut 768 et width vaut 1024. Ensuite, pour bien comprendre ce qu'il faut faire avec H et W, je vous ai fait un petit dessin. Si on commence à travailler sur l'axe 0, c'est-à-dire l'axe vertical, eh bien, il faut qu'on sélectionne tous les points qui sont situés entre H divisé par 4 et moins H divisé par 4. Et le moins, il fait référence à la technique de slicing ou d'indexing qui consiste à partir du dernier élément de notre axe 0. Et une fois que vous avez compris ça, eh ben vous avez compris tout le reste du problème. Parce que sur l'axe 1, pour la largeur de notre image, eh ben on va procéder exactement de la même manière, sauf qu'on va travailler avec la variable W. Donc pour effectuer notre zoom, eh bien il suffit d'implémenter le subset suivant. Donc je vais créer un nouveau tableau qui s'appelle zoom face et qui est égal au subset de face qu'on vient de voir. Donc on va faire H divisé par 4, et je préfère écrire une double division pour avoir une division entière, c'est-à-dire que dans l'éventualité où la division par 4 me retourne un nombre à virgule, eh ben NumPy ne va pas aimer ça, puisque lui il a besoin d'avoir un index, pas un nombre à virgule. Puis on écrit moins h par 4, ça c'est pour l'axe 0, et maintenant pour l'axe 1, ça va être la même chose avec moins w par 4. Et donc le résultat de ce subset, ça nous donne bien un zoom, on va dire x2 de notre image initiale. Maintenant, avec cette image, on pourrait s'amuser encore un peu plus. Ce qu'on pourrait par exemple faire, ça serait d'accentuer les pixels qui sont proches du blanc en les saturant à une valeur de 255. Donc pour ça, on pourrait faire zoom face pour tous les pixels de zoom face qui sont supérieurs à, on va dire, 150. Eh bien, tous les pixels qui respectent cette condition sont maintenant égaux à 255. Et ça nous donne une nouvelle image qui est un petit peu saturée. Maintenant, j'ai un dernier petit bonus pour vous. Je vais vous montrer comment on peut réduire de moitié le poids de cette image sur notre disque dur sans pour autant perdre de sa qualité d'image. Vous pourriez voir ça un petit peu comme une technique de compression d'image. Pour ça, tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre notre image et d'effectuer un slicing en effectuant un pas de 2, par exemple, sur les deux dimensions de notre slicing. Donc on fait double point 2 pour les deux dimensions, l'axe 0 et l'axe 1. Et maintenant, en exécutant notre code, eh bien, remarquez que sur l'axe 0, on a 2 fois moins d'éléments, puisque à chaque fois, on a sauté notre image de 2 pixels. Et c'est la même chose sur l'axe 1. L'axe 1 est 2 fois moins long que ce qu'il était initialement. Ça veut dire que notre image pèse 2 fois moins de pixels sur la mémoire de notre ordinateur, et pourtant, on n'a pas vraiment perdu en qualité d'image. Moi, je trouve en tout cas. Donc on peut effectuer cette opération plusieurs fois de suite. Si on recommence, eh bien là, on a encore diminué la qualité de l'image de 2. Mais bon, ça commence à se voir relativement par rapport à l'image initiale. Et si on continue ainsi de suite, et bien là, au bout d'un moment, on commence à sérieusement endommager la qualité de notre image, à force de sauter à chaque fois de 2 pixels. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les mathématiques, les statistiques et l'algèbre linéaire avec NumPy. Comme d'habitude, si vous avez une question sur une fonction stat ou une fonction d'algèbre linéaire, ou bien si vous voudrez que je fasse une vidéo
sur une fonction que je n'aurais pas présentée, eh bien faites-le moi savoir en commentaire. Comme vous le savez, je réponds toujours à tous les commentaires, ça me fait très plaisir de vous aider. En attendant, si cette vidéo vous a plu, merci de vous abonner, merci de la partager avec un ami, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.